C'est une expatriée américaine qui a eu une explosion de gaz chez elle. Les secours interviennent très rapidement sur place. Son employeur est mis au courant aussi de la situation, nous appelle. On a un très bon réseau au Ghana à Accra, on connaissait la structure où elle était hospitalisée. On a pu prendre contact avec le médecin responsable de la patiente qui nous a tout de suite fait un rapport médical au téléphone avec le consentement de l'employeur. Et on a préconisé l'évacuation sanitaire par avion sanitaire. Et en fait, la spécificité, c'est que pour ne pas aggraver ces brûlures, en fait, avec la pression atmosphérique de la cabine, il fallait voler au niveau de la mer, donc très bas. C'est pas n'importe quel avion peut faire cette mission, pas n'importe quel pilote non plus. Et il faut savoir que c'est une mission qui coûte le double. On a réussi à trouver le bon avionneur parce qu'on avait un bon avionneur dans notre réseau et qui pouvait être là avant 8 heures. Ça s'est vraiment passé genre minuit, 1h du matin et 8 heures, c'était aussi l'heure d'ouverture de l'aéroport. Enfin voilà, l'heure à laquelle il pouvait se poser. Une fois qu'on avait réuni tout ça, donc on était bien en termes de logistique, on avait prévenu l'hôpital, l'employeur, on a des checklists en fait pour s'assurer qu'on n'oublie rien. Et puis moi je regarde ma checklist, je me dis, je n'ai pas la copie du passeport de la patiente. Pour aller en Afrique du Sud, il faut un visa. Quand c'est une évacuation sanitaire, il ne faut pas un visa, mais il faut quand même faire un laissez-passer. Donc il faut la copie du passeport. Donc j'appelle l'employeur et il m'a dit « Ah bah c'est dommage parce que le passeport, il était en cours de renouvellement de visa, travail, donc il est au coffre-fort, dans mon bureau, à 2 heures d'ici. » Et on n'avait pas le temps de faire l'aller-retour. La patiente ne pouvait pas attendre quand même ad vitam aeternam, quoi. Donc j'appelle l'agent, je lui dis « On a cette problématique-là. » Il me dit « Ok, je comprends la situation, je connais le consul des US, je vais l'appeler. » Et je vais voir ce que je peux faire. Il me rappelle un quart d'heure après en me disant « Dans une demi-heure, je t'apporte le passeport. Il va te faire un laissez-passer, un passeport provisoire pour le voyage. » Si notre agent n'avait pas eu ces contacts-là sur place, eh ben on ne sait pas ce que cette personne serait devenue. On aurait dû retarder l'avion. Elle aurait survécu ou pas, on ne sait pas. La force de n'importe quelle société d'assistance, c'est son réseau. C'est le facilitateur local qui va vous trouver le passeport en une demi-heure, qui va vous dégoter le médicament qui est en rupture de stock à l'hôpital, mais parce qu'il connaît le pharmacien en chef de la pharmacie centrale et il va aller vous chercher à 3h du matin. C'est primordial en fait. Parfois, il en va de la survie de nos patients. Je suis arrivée dans ce métier un peu par hasard. J'ai fait un master en Sciences Po et moi, je n'avais pas envie de continuer mes études. Donc, je regardais les petites annonces et je suis tombée à l'époque sur une annonce de chargée d'assistance. J'y connaissais rien, moi, au domaine de l'assistance, en fait. J'avais jamais pris d'assurance voyage. Et quand j'ai lu le descriptif, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'aller travailler pour une ONG. En me disant... oh là là, ça a l'air super bien. Et j'ai commencé comme chargée d'assistance, donc à gérer des vrais dossiers d'assistance sur le plateau, à organiser des évacuations, des rapatriements sanitaires. Quand on a commencé vraiment au cœur des opérations, entre guillemets, aller vers le réseau pour savoir un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, c'est un peu la suite logique, parce qu'on se dit qu'on a cette connaissance opérationnelle, on a un recul nécessaire sur les problématiques et sur quels critères il faut mettre l'accent, en fait. Quel type de service on a besoin? Quel type de personne on a besoin, en fait? Je me souviens, c'était une de mes premières missions. Je devais visiter l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie. Donc j'étais assez enthousiaste. Donc arrivé au Kenya, l'agent était venu me chercher avec un chauffeur et a dit normalement aujourd'hui ça devrait prendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour qu'on arrive au bureau. On avait un prestataire d'un hôpital qui nous attendait. Donc le trafic est très très dense à Nairobi, tout le temps, à n'importe quelle heure de la journée. 45 minutes se passent, 1 heure se passe, et en effet, on est resté 5 heures coincés dans les embouteillages. Quand on est chargé de réseau, il faut s'adapter à tout. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans un taxi, coincé dans les embouteillages, qu'on peut pas travailler. On prend notre téléphone, on prend des notes à la main, il n'y a pas d'ordi parce que la batterie, il n'y a pas pour brancher le câble de la batterie, donc on appelle le prestataire, on fait nos réunions, etc.
quand on va visiter un agent, donc on va auditer lui, sa structure, et aussi on va auditer son réseau, le réseau avec lequel il travaille. Et donc c'est lui qui va nous guider, qui va nous accompagner dans les visites des structures. Ce que j'avais pas imaginé, c'est l'implication que ça nécessite. La ligne entre le pro et le perso peuvent se mélanger très vite. 19h, je finissais mes mails et tout, et elle me dit il faut absolument que tu viennes dîner chez moi, il faut que je te présente ma mère. J'avais un vol de nuit, j'étais rincée, je voulais que aller me coucher en fait. J'ai pris ma patience et j'ai dit bon ok, mais par contre je passe juste à l'hôtel, me changer, me doucher, machin. Donc je connais sa mère, son mari, ses 4 chats, ses amis, ses voisins. On fait ça aussi pour gagner un peu de terrain auprès de la personne. C'est-à-dire que cet agent-là, moi de Paris, je l'appelle à 3h du matin, elle me répond toujours au téléphone. Et elle va toujours me dégoter une solution. Pour exercer ce métier-là, il faut aimer l'humain. Ça, c'est indéniable. Il faut aimer être dans la relation avec les personnes. Il faut quand même être ouvert d'esprit et je pense avoir un goût prononcé pour résoudre des situations un peu compliquées, quoi. Avoir une très très grande résistance au stress. Si par exemple vous n'arrivez pas à trouver d'agent au bout de 6 mois et qu'on continue à avoir des dossiers dans le pays, il y a quand même une pression qui s'installe. Où est-ce que je vais chercher ? Je vais chercher à la chambre de commerce, je vais essayer d'appeler les hôpitaux, je vais chercher à l'ambassade. Ça m'est arrivé d'appeler les représentations diplomatiques dans un pays, toutes pour savoir s'ils avaient des médecins ou s'ils avaient un profil de quelqu'un qui pourrait nous aider. Pour l'Éthiopie, j'ai mis 9 mois à trouver la personne qu'il nous fallait. Le métier d'assistant, c'est un métier de passion, ça suscite des vocations. Je pense que les gens qui restent dans l'assistance, je pense aussi longtemps que moi, sont forcément des passionnés. On ne peut pas rester, parce qu'il y a des moments très durs. Si on trouve les moyens de continuer le lendemain, c'est qu'on est passionné. Si au contraire, ça nous chamboule trop, que c'est trop dur, etc., c'est là où on raccroche un peu les crampons et on passe à autre chose, quoi. Il y a beaucoup de choses dans le métier de chargé de réseau qu'on pourrait transposer à d'autres métiers, quoi. Mais c'est dans l'assistance où il a le plus de sens, ça c'est sûr.